Les appels de Trump pour une augmentation des dépenses de défense en Europe. Donald Trump s'est habitué à secouer les fondations de l'OTAN avec ses déclarations publiques, plus que tout autre de ses prédécesseurs. En 2016, les déclarations du candidat Trump sur le fardeau fiscal injuste supporté par les États-Unis par rapport à ses alliés européens n'étaient rien de fondamentalement nouveau dans l'histoire des 7 décennies de l'OTAN, comme le mentionnent Fabrice Potier et Alexander Verschpow. Nous pouvons, par exemple, nous référer à l'expérience des années 1970, lorsqu'Henry Kissinger a pressé les partenaires européens des États-Unis d'augmenter leurs dépenses de défense. Mais en 2016, Trump a avancé et a déclaré sa disposition à conditionner l'engagement des États-Unis en vertu de l'article 5 du traité fondateur de l'OTAN, qui oblige les membres à venir à la défense de tout allié attaqué. Trump a suggéré que cela dépendrait de savoir si l'allié en question avait rempli ses obligations financières envers nous. Par cela, Trump entendait l'objectif de 2% du produit intérieur brut de l'OTAN pour les dépenses de défense. En 2016, seuls 2 pays de l'OTAN ont atteint l'objectif de 2%, les États-Unis et le Royaume-Uni. Après son investiture en janvier 2017 et au cours des 4 années suivantes, le président Trump a eu l'occasion d'utiliser cette performance de défense insatisfaisante des pays européens comme prétexte pour tenir sa menace, mais il ne l'a jamais fait. Les États-Unis restent dans l'OTAN, garantissant la sécurité en Europe. Presque 8 ans se sont écoulés depuis ce temps, et en février 2024, Donald Trump a fait une déclaration similaire de manière encore plus accrocheuse. Trump, s'exprimant lors d'un rassemblement politique en Caroline du Sud, a cité le président d'un grand pays qu'il n'a pas nommé comme demandant « Eh bien, monsieur, si nous ne payons pas, et que nous sommes attaqués par la Russie, vous nous protégerez ?» J'ai dit « Vous n'avez pas payé ? Vous êtes en retard ?» Il a dit « Oui, disons que cela s'est produit. » Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Trump vient de rappeler aux pays européens membres de l'OTAN leurs obligations de dépenser plus pour la défense, au moins 2% du PIB. C'est ce que l'OTAN demande depuis 2006, lorsque les ministres de la Défense de l'OTAN ont convenu de s'engager à respecter ce minimum pour garantir la préparation militaire de l'Alliance. C'est ce sur quoi Trump a concentré son attention depuis 2016. Son rappel récent est présenté de manière inhérente à lui, un mélange de mise en garde, de menaces et d'ultimatums. Pourtant, contrairement à la version 2016, la déclaration de Trump en 2024 est beaucoup plus conséquente, voire alarmante, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Comment les pays européens ont-ils réagi en 2024 ? Il semble qu'en 2024, l'OTAN et les dirigeants européens prennent au sérieux les déclarations de Trump. Peut-être est-ce parce que Trump a maintenant mis un plus grand projecteur sur la question, ou peut-être parce que 2016 diffère de 2024 d'une manière importante, la Russie mène maintenant une guerre à grande échelle en Ukraine, qui, si la situation évolue en conséquence, pourrait entraîner les pays européens dans le conflit également. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a répondu que toute suggestion selon laquelle les alliés ne se défendront pas mutuellement compromet toute notre sécurité, y compris celle des États-Unis, et met les soldats américains et européens en danger accru. Le président du Conseil de l'UE, Charles Michel, a déclaré « Les déclarations imprudentes sur la sécurité de l'OTAN et la solidarité de l'article 5 ne servent que les intérêts de le président russe Vladimir Poutine ». Le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne a publié le message « Un pour tous et tous pour un » avec le hashtag « Strongetogether » sur son compte en anglais, suite aux commentaires de Trump. Le ministre de la Défense polonais, Władysław Kosiniak-Kamysz, a déclaré que la devise de l'OTAN « Un pour tous, tous pour un » est un engagement concret. Saper la crédibilité des pays alliés signifie affaiblir toute l'OTAN. La présidente de l'Estonie, un autre pays de l'aile et de l'OTAN, Roberta Metsola, était plus concrète que ses partenaires polonais. Je pense que ce que le candidat à la présidence américaine a dit est aussi quelque chose qui pourrait réveiller certains des alliés qui n'ont pas fait grand-chose. Metsola a poursuivi en disant que l'Union européenne devrait dépenser davantage pour la défense. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a été l'un des plus décisifs et prospectifs. Nous avons entendu cela auparavant, rien de nouveau sous le soleil,
nous ne pouvons pas jouer à pile ou face sur notre sécurité tous les 4 ans en fonction de cette ou de cette élection, à savoir l'élection présidentielle américaine. Breton, lui aussi, cherchait à stimuler les dépenses de défense européennes. L'Europe a-t-elle progressé dans les dépenses de défense depuis l'annexion de la Crimée en 2014 ? En 2024, il y a désormais 11 pays qui atteignent l'objectif de l'OTAN. Cela représente une progression par rapport aux 3 pays en 2014, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Grèce. De toute évidence, cela représente des progrès, cependant, il y a encore 19 pays, y compris le Canada, qui ne respectent pas l'objectif de 2% de l'OTAN. Parmi ces 19 pays, 9 pays ont encore des dépenses de défense inférieures à 1,5% du PIB. De plus, depuis 2014, la Croatie et la Turquie ont réduit leurs dépenses de défense en part du PIB. Cela donne donc à penser que l'OTAN souffre d'un manque de discipline interne et que les leviers administratifs au sein de l'OTAN doivent être renforcés pour encourager le respect des engagements. En même temps, depuis 2014, l'OTAN a démontré d'excellents résultats en termes d'augmentation des dépenses pour l'équipement militaire. Ainsi, alors qu'en 2014, seuls 7 pays de l'OTAN dépassaient 20% des dépenses pour l'équipement en part des dépenses de défense, en 2023, tous les pays de l'OTAN dépassaient cet indicateur. De plus, 9 pays de l'OTAN ont des dépenses pour l'équipement en part des dépenses de défense supérieures à 30%. En d'autres termes, on ne peut pas dire que depuis 2014, l'Europe a complètement ignoré les appels de Trump pendant son premier mandat présidentiel. Des questions subsistent cependant sur les dépenses de défense globale. La menace de Trump à l'Europe d'augmenter les dépenses de défense jusqu'à l'objectif minimum ou de risquer que les États-Unis ne respectent pas leurs obligations en vertu de l'article 5 de la charte de l'OTAN, qui a été faite la semaine dernière, a déjà eu un impact immédiat sur les dirigeants européens. Le cas de la réponse de l'Allemagne est certain, Berlin ayant déjà informé l'OTAN qu'elle allouera un montant record d'argent pour la défense. Pour la première fois en 3 décennies, l'Allemagne a annoncé une allocation prévue d'un montant équivalent à 2% du PIB. Le gouvernement a informé l'OTAN d'un transfert de 73,4 milliards de dollars pour des besoins militaires. Pendant la guerre froide, le quota de dépenses militaires de l'Allemagne dépassait régulièrement 3% du PIB. L'OTAN a également réagi immédiatement. Juste avant la réunion ministérielle de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé une augmentation record des dépenses de défense. En 2024, les membres de l'OTAN en Europe investiront 380 milliards de dollars dans la défense. Cela dépassera pour la première fois 2% de leur PIB total, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN. En 2023, ce chiffre était de 1,85%. Le secrétaire général a également annoncé combien de membres de l'OTAN dépenseront plus de 2% en défense en 2024. Je m'attends à ce que cette année, 18 alliés sur 31 États membres de l'OTAN dépensent 2% de leur PIB. C'est également un record. C'est une augmentation de 6 fois depuis 2014, lorsque seuls 3 alliés respectaient cette exigence. Qu'est-ce qui motive les dépenses de défense en Europe ? Une dissuasion efficace nécessite non seulement une composante militaire puissante, mais aussi des instruments de géopolitique bien connus, notamment une diplomatie efficace. C'est peut-être là que les dirigeants européens ressentent une véritable incertitude si les États-Unis se retirent de l'architecture de sécurité européenne. L'OTAN sans les États-Unis serait-elle une entité géopolitique suffisante pour dissuader efficacement les menaces extérieures ? Et pour être tout à fait franc et substantiel, quels pays de l'OTAN seront en mesure de remplir le rôle représentatif de l'OTAN auquel les États-Unis sont habitués ? L'année dernière, Henry Kissinger a fait une déclaration extrêmement importante à cet égard. Kissinger a déclaré que le centre politique de gravité en Europe se déplace inexorablement vers Berlin, présentant un nouveau défi pour le leadership du pays. Le pays leader doit être un exemple de modération et de sagesse dans l'équilibre des intérêts de tous les pays européens, C'est probablement ce qui a été discuté lors de la visite du chancelier Scholz à la Maison-Blanche à la suite de sa rencontre avec le président Biden en février. En même temps, la question la plus pressante reste les armes nucléaires américaines en Europe, qui ont assuré avec succès une dissuasion nucléaire contre l'URSS et la Russie pendant des décennies. La dissuasion nucléaire,
qui, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, est de plus en plus soutenue par la population européenne, en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas. La dissuasion nucléaire, qui a été un élément fondamental du concept de l'OTAN depuis les années 1950, continue de l'être aujourd'hui. En général, la question de la sécurité européenne dans le contexte des intérêts géopolitiques et des objectifs américains dans d'autres régions, le rôle de l'OTAN, les capacités militaires conventionnelles en Europe, les armes nucléaires américaines en Europe, et le rôle de la diplomatie active restent des questions urgentes, mais ce sont aussi des questions qui devraient être abordées par les partenaires de l'OTAN avec la participation des États-Unis de manière cohérente et efficace. Cela est dans l'intérêt non seulement des partenaires de l'OTAN mais aussi des adversaires en ce qui concerne l'ordre mondial, et les récentes déclarations de Trump sont un moyen de rappeler aux collègues européens que cette question doit être abordée cette fois-ci, c'est urgent. Il s'agit de la responsabilité et de la contribution de chaque pays de l'OTAN à la sécurité mondiale et régionale. L'armée israélienne déclare qu'elle sera incapable de détruire la moitié du réseau de tunnels du. Selon mes informations, plusieurs sources au sein des forces de défense israéliennes, IDF, ont déclaré qu'elles seraient incapables de détruire la plupart des tunnels du sous Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis que l'armée israélienne éliminerait et sauverait les captifs israéliens à Gaza. Cependant, il est de plus en plus clair que Tel Aviv ne pourra pas atteindre ces deux objectifs. Des responsables de l'IDF de tout niveau, y compris des généraux, ont déclaré qu'il était impossible de détruire le réseau de tunnels. Les forces de défense israéliennes ne détruiront pas tous les tunnels du et du djihad islamique sous Gaza. Probablement même pas la plupart d'entre eux, rapporte Haaretz. L'IDF réduit ses forces à Gaza en sachant parfaitement que de nombreux tunnels ont été négligés. Cela ne devrait pas surprendre. Les tunnels sous la bande de Gaza étaient là même avant la fondation en 1987 et il semble qu'ils seront toujours là après cette guerre aussi. Le média israélien explique que le commandement militaire israélien a été surpris par l'étendue du réseau de tunnels sous Gaza. Ce n'est que progressivement que l'IDF a réalisé que le réseau de tunnels était beaucoup plus étendu qu'elle ne l'avait précédemment compris et que leur principale utilisation par le n'était pas pour le lancement d'arsenaux, mais pour la préservation de ses forces. L'article de Haaretz continue, une autre hypothèse qui s'est avérée fausse était qu'il suffirait de contrôler le sol pendant quelques semaines pour que les combattants privés de nourriture, d'eau et d'oxygène, soient forcés de sortir. L'évaluation incorrecte des tunnels n'est qu'un des nombreux échecs de renseignement israéliens mis en lumière depuis le 7 octobre. Les responsables israéliens avaient les plans pour ce qui allait devenir l'opération du 7 octobre plus d'un an avant l'attaque. Pendant les mois qui ont précédé l'attaque, plusieurs sources différentes ont tenté d'alerter Tel Aviv sur une menace croissante à Gaza. Le New York Times a rapporté que Tel Aviv croyait initialement que le contrôlait 250 miles de tunnels. Ce chiffre est maintenant évalué à près de 450 miles. Haaretz a rapporté qu'un commandant de l'IDF a jeté les cartes qu'on lui avait données et a rejeté les renseignements comme inutiles. Les États-Unis estiment qu'Israël a tué 5 000 à 7 500 combattants Le Wall Street Journal rapporte que le groupe a commencé à rétablir sa présence dans des zones du nord de Gaza apparemment dégagées par l'IDF. Haaretz fournit des détails sur la manière dont le réseau de tunnels permet de déplacer des actifs autour de Gaza. Non seulement les tunnels étaient stockés de provisions pour un siège prolongé, mais ils assuraient également un passage entre différentes parties de la ville et de la bande, indique le média. L'IDF a prétendu avoir détruit les bataillons régionaux pour constater que des combattants de ces bataillons apparaissaient dans d'autres zones. Et lorsque des signes de la présence d'otages ont été découverts dans les tunnels, ils avaient alors été transférés vers d'autres tunnels. La reconnaissance de l'incapacité de l'IDF à éliminer l'infrastructure survient alors que plusieurs rapports ont documenté qu'Israël ne pourra pas atteindre ses objectifs militaires à Gaza, sauver les otages et éliminer Il viendra un jour où l'appareil de sécurité israélien devra admettre que détruire les réseaux de tunnels n'a jamais été un objectif réaliste. L'IDF peut peut-être faire face à la menace souterraine, mais les tunnels resteront sous Gaza, conclut Haaretz.